Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le chapitre 1B de macroéconomie. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le chapitre 1A, je vous conseille de le faire parce que sinon vous risquerez d'être un petit peu perdu sur certaines notions dans ce chapitre. Donc le chapitre 1B, c'est encore une fois le modèle keynésien, mais cette fois-ci pour la fonction d'investissement. Donc l'investissement est un acte qui consiste à acquérir des biens d'équipement durable qui sont destinés à accroître la production de biens et de services dans le futur. Bon, alors je m'explique. Ça veut dire que on va investir, on va acheter des machines, par exemple, qui vont nous aider à produire des chocolats et donc ça va augmenter la production de chocolat. Voilà. Donc, on a une première équation qui n'est pas super importante. Vaut mieux pas la prendre par cœur, etc. Vous avez d'autres choses prioritaires, mais c'est bien de la comprendre pour comprendre l'entièreté du chapitre. Donc, on a l'investissement brut en période T. Donc, combien je décide d'investir au début. Par exemple, dans ma voiture, je mets 10 euros, qui est égal à l'investissement net en période T. Donc, combien vaut ma voiture maintenant? Donc, imagine, elle a perdu un rétro entre-temps. Ben, elle vaut plus 15 euros. Enfin, les 10 euros que j'ai investis au début, elle vaudra plus que 13 euros. Plus les amortissements. Donc, les amortissements, c'est cette portion qui a été dégradée, qui a été amortie par rapport à ce que j'ai mis initialement. Donc, si c'était 15 euros, l'investissement net vaut plus que 13 euros et les amortissements valent 2 euros. On a donc après tout ça qui est égal au capital en période T, moins notre capital en T-1. Donc, ça, le capital, c'est par exemple les machines plus la portion du capital qui a disparu entre T-1. Donc, si c'est les machines, combien de machines ont disparu entre T-1? Si c'est les voitures, bah, notre capital voiture, quelle portion de cette voiture a disparu, si vous voulez. Donc, le fameux rétro. Voilà. On a donc le taux d'intérêt qui peut être noté petit i ou petit r, qui est une variable clé de l'investissement. Car l'investissement se fait à crédit bancaire. Donc, on emprunte pour pouvoir ensuite investir. Donc, le taux d'intérêt, il est fixé par la banque centrale et il va déterminer ce qu'on gagne ou ce qu'on perd avec notre placement. Donc, si la BCE décide de mettre un taux d'intérêt à 2%, ça veut dire que si on emprunte 10 euros, on va devoir rembourser 10 euros plus 2% de 10 euros. Il est donc essentiel pour déterminer la rentabilité. Donc, qu'est-ce que la rentabilité? C'est un critère essentiel pour le choix de l'investissement. Donc, on va le voir juste après. Le taux de rendement interne, c'est le taux d'actualisation P qui va rendre égal à zéro la différence entre la valeur présente de l'investissement et ses revenus escomptés. Donc, la valeur présente de l'investissement, c'est I0. Et les revenus escomptés, c'est les revenus, ce que va nous rapporter notre investissement chaque année. Donc revenu nominal 1, revenu nominal 2, etc. Donc P, c'est le fameux taux de rendement interne, le TRI. On peut l'écrire soit petit p, soit TRI, comme on veut. Donc, il faut bien faire la différence entre le TRI et le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le taux auquel on va emprunter des sous aux banques commerciales. Donc les banques commerciales, c'est tout ce qui est Société Générale, BNP, etc. Donc nous, on va leur emprunter des sous à un certain taux pour ensuite pouvoir les investir. Et donc, pour choisir où est-ce qu'on va investir, on va prendre en compte le taux de rendement interne, qui lui est un pourcentage aussi, qui est un taux qui va nous dire, OK, ce taux-là, bah, ça va être 4% par exemple. Donc si j'investis, par exemple, 1000 euros dans ce placement, chaque année, je vais toucher 4% de ces 1000 euros. Donc le taux de rendement interne nous donne la rentabilité du placement dans lequel on va mettre les sous. Et le taux d'intérêt nous donne ce qu'on va rembourser de notre crédit. OK? Donc, on peut établir un schéma. Le but, en fait, de ce chapitre, ça va être de savoir dans quel investissement on va faire, quel placement. Parce qu'en fait, les banques commerciales, donc Société Générale, BNP et tout ça, vont nous donner différents placements. Vont nous dire, oh, mais viens investir chez moi, c'est super, j'ai plein d'avantages, ça va te rapporter tant de pourcents, etc.
Une autre banque va te dire, non, non, viens chez moi. Moi, regarde, mon taux d'intérêt, mon taux de rendement interne, pardon, il est bien plus élevé et tout. Bon, j'ai peut-être un peu moins d'avantages là-dessus, mais viens chez moi. Donc, c'est les fameux investissements A, B, C, D. C'est différentes propositions d'investissement. Donc, nous, on a, en tant que consommateur, en tant qu'agent économique, on a les quatre propositions d'investissement. Donc, à nous de savoir dans lequel on va investir, lequel est le plus rentable pour nous. Donc, pour savoir si c'est rentable, il faut que notre taux de rendement interne soit supérieur au taux d'intérêt. Donc, dans ce schéma, le taux de rendement interne, il est représenté par les plafonds de chaque rectangle. Donc, c'est tout ce qui est en jaune, c'est le taux de rendement interne. Et ensuite, on a le taux d'intérêt qui est représenté par les petits traits, les pointillés verts. Donc, au début, on a un taux d'intérêt fixe à R0 qui est ici. Donc, on sait pertinemment que on va pas placer nos sous dans le placement de D parce que il a un taux de rendement interne qui est inférieur au taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas rentable. On va rembourser plus à la banque que ce qu'on va gagner avec notre placement. Donc, là, on pourrait se dire, avec un taux d'intérêt R0, on peut investir chez A, B ou C. Sauf que les taux d'intérêt, bien que le taux de rendement interne, normalement, n'est pas, il est fixe. Donc, chaque banque vous donne un taux de rendement interne, puis il va pas bouger. Le taux d'intérêt, lui, peut être modifié à n'importe quel moment par la banque centrale. Donc, pour savoir si notre placement va être rentable, il faut prendre en compte la potentielle évolution du taux d'intérêt. Donc, comment on sait comment va évoluer le taux d'intérêt? C'est en analysant, pardon, tout le passé et se dire, ok, là, c'était plutôt en train de monter, donc je pense que ça va continuer de monter. Ou au contraire, c'est plutôt stable, donc je pense que ça va rester stable. Ou alors, je sens qu'il va y avoir une crise, donc ça va diminuer d'un coup. Vaut mieux que je sois plutôt safe sur ce placement, etc. Donc, on peut établir les différents taux d'intérêt, donc R0, R1, ensuite un R2 peut-être, R3, etc. Donc, si on anticipe une montée du taux d'intérêt, on voit que le placement C, il aura un taux de rendement interne qui sera inférieur au nouveau taux, bien qu'il ne soit pas encore effectif. Donc, on va décider d'investir soit dans le placement A, soit dans le placement B, et non dans le C ni D, puisque ils ne seront pas rentables normalement dans les années qui suivent. On peut donc établir la droite de la fonction d'investissement. Donc, on a l'investissement en abscisse et le taux d'intérêt en ordonnée. Donc, c'est une droite qui est décroissante mais positive. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'investissement, mais il est de moins en moins fort. Donc, quand on augmente l'investissement, notre taux d'intérêt diminue. Et là, on a un investissement I0 qui est énorme. Et donc, à chaque fois que, en fait, c'est un investissement qui existerait si le taux de rendement, enfin le taux d'intérêt, pardon, était égal à zéro. Donc, si je peux emprunter n'importe quelle somme d'argent sans devoir rien rembourser après de plus que la somme en question, je vais emprunter énormément. Comme ça, tout ce que je vais placer, quel que soit le taux de rendement interne, ça va être rentable puisque je ne dois rien rembourser en plus à côté. Donc, si je place, même si je ne récupère que 1 centime en plus, j'aurais gagné quand même 1 centime et ça aura été rentable. Donc, on a un investissement qui est maximal pour un taux d'intérêt qui est nul. Dans le sens inverse, du coup, quand le taux d'intérêt est très élevé, on a un investissement qui est très faible, puisque on va devoir beaucoup rembourser avec notre emprunt. Donc, ça va être plus compliqué de trouver un placement qui est rentable pour nous. Pour pouvoir analyser le marché et les investissements et pour voir comment évolue l'investissement en fonction du taux d'intérêt, on utilise la fonction de l'investissement qui est inversée. C'est-à-dire qu'on a investissement qui est égal à moins ER, donc R, le taux d'intérêt, et E, c'est juste un coefficient directeur, plus l'investissement I0, notre investissement initial. OK? Donc, on a deux façons de voir comment l'investissement va évoluer. Il y a le modèle accélérateur simple et le multiplicateur d'investissement.
Donc, premièrement, le modèle accélérateur simple, pardon, correspond à un accroissement de la demande qui entraîne un accroissement plus fort de l'investissement. Donc là, on dit que c'est la demande qui va entraîner une évolution de l'investissement. Donc si on augmente, Clark et Aftalion sont deux économistes qui disent que il existe une liaison fonctionnelle entre le niveau de l'investissement et le taux de changement de la demande de biens de consommation. Donc, ça, c'est une grande phrase pour dire que il y a une liaison entre le niveau de l'investissement et la variation de la demande. Donc, si on fait augmenter la demande, comment va varier notre investissement? On a donc une équation, investissement en période T, qui est égal à petit g fois la variation de la demande en période T. Donc, petit g, c'est quoi? C'est le capital sur la production. C'est un ratio entre la quantité de capital nécessaire pour produire Y et la production Y en elle-même. OK? Donc, ça, c'est très important de s'en rappeler. Et parce que ça peut être une question de cours, mais aussi dans des exercices, on peut vous le demander. On a donc un nouveau schéma. Donc, T1, T2, T3, T4, T5, c'est 5 années différentes. Donc, on voit ce qui est en jaune, c'est l'investissement, et ce qui est en vert, c'est la demande. Donc, on voit que lorsque la demande est positive et croissante, on a un investissement qui est positif. Il n'est pas forcément croissant, mais il est positif. C'est-à-dire que il y a de l'investissement. Par contre, à partir de T3, on a une demande qui est décroissante. C'est-à-dire que on a de moins en moins de demandes. Donc, l'investissement devient négatif. Il y a un désinvestissement. Les gens retirent leur argent. Ils ne veulent pas investir. Ils vont attendre. Donc, voilà, c'est un schéma à connaître aussi. La deuxième technique dont on a parlé tout à l'heure, ça va être le multiplicateur de l'investissement. Donc, on a une équation de base. Donc, Y est égal à C plus I0. Donc, ça, c'est une formule qui va être agrémentée de variables tout au long de tous les chapitres. C'est-à-dire que là, on n'a que la production qui est égale à la consommation plus l'investissement brut. Et à chaque fois qu'il va y avoir de nouvelles variables, on va les ajouter. Par exemple, tout ce qui va être euh, l'État, les taxes qui dépendent du revenu, etc. On va les rajouter à chaque fois. Donc, à partir de cette équation, on peut établir l'équation suivante. Production qui est égale à l'investissement 0, donc I0, plus C0 sur 1 moins C. Ou petit c, là, c'est encore une fois la propension marginale à consommer. Donc, là, on suppose qu'il y a un investissement I, mais qui ne bouge pas. Donc, maintenant, on va supposer qu'il y a une variation de l'investissement. Donc, votre I0 va devenir votre I0 plus la variation de I0. Donc, si au début, j'avais décidé d'investir 10 euros et que bah, l'année d'après, je vais vouloir investir bah, 15 euros, je vais rajouter 5 euros. Donc, je vais passer de 10 à 10 plus 5, donc 15. On peut donc établir un nouveau pardon, niveau de production, donc Y', qui est égal à I0 plus petit c de y, plus c0, plus variation de i0, où ça au milieu correspond à la fonction de consommation. Cela nous donne donc i0 plus c0 plus la variation de l'investissement i0 sur 1 moins c. On peut donc établir un multiplicateur d'investissement en faisant la variation entre y' et y, donc en faisant la soustraction entre ça et ça nous donne la variation de y qui est égale à 1 sur 1 moins c fois la variation de i0. Donc ici, tout ça, là, ce ratio correspond au multiplicateur d'investissement. Donc tout ça, c'est pour expliquer que lorsqu'on fait varier l'investissement,
on va entraîner une variation de la production et vice-versa, du coup, lorsqu'on augmente la production, on entraîne une variation de l'investissement. Donc voilà, on a fini ce chapitre B. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à m'envoyer un message sur Instagram. Donc mon compte c'est tiré du bas Sarah, Saracbl, et je serai ravie de répondre à vos questions. Donc voilà, on se retrouve pour le chapitre 1C juste après. Bisous bisous.